Quand un crime grave est commis et que la police a besoin de toute l'aide possible, il y a une équipe sur qui elle peut toujours compter. Les témoins experts procurent le fil conducteur des affaires, le fil nécessaire à toute condamnation. Une extraordinaire armée d'hommes et de femmes qui ont l'expertise pour faire parler des indices laissés par les criminels. Il y a tellement d'éléments de preuve importants, de la peinture, du verre, des fibres. Ils font des analyses approfondies grâce à des techniques de pointe. Si je peux déterminer l'âge de ces insectes, ça me donne la durée minimale depuis la mort. Voici comment la science aide à résoudre certaines des affaires les plus complexes au Royaume-Uni. C'était vraiment devenu le dernier coup de dé. Rien ne peut la ramener. Mais elle a obtenu justice, comme elle le méritait. Place aux témoins experts. Dans cet épisode, on découvre de quelle façon le pouvoir de la science judiciaire a permis non seulement de trouver un tueur, mais aussi de libérer un homme innocent. Quand la condamnation a été annulée, ça a été un grand soulagement. Ça a changé leur vie. Et on voit comment une experte en comparaison faciale a aidé à identifier les suspects dans une fusillade filmée par des caméras de vidéosurveillance devant une boîte de nuit à Leeds. J'examine le matériel à l'aveugle. Quand on est impartial, on ne cherche pas des caractéristiques faciales ou des réponses. On cherche à résoudre le mystère. La criminalistique peut jouer un rôle important dans une affaire, mais les conséquences peuvent être désastreuses si elle est mal employée. L'an 2000, dans la ville de Milton Keynes, Rachel Manning, 19 ans, est invitée à une soirée mondaine. Quelques heures plus tard, malheureusement, elle est retrouvée morte. Le corps de Rachel a été découvert dans ce sous-bois près du terrain de golf. Rachel a été étranglée et frappée avec un verrou de direction de voiture. Son petit ami Barry White est accusé du meurtre et l'ami de Barry, Keith Hyatt, d'avoir entravé le cours de la justice en aidant à faire disparaître le corps. Les deux hommes sont condamnés, mais continuent à clamer leur innocence. Je n'ai jamais fait de mal ou voulu faire du mal à quelqu'un dans ma vie. Barry non plus. Leurs familles font campagne pour les disculper. Elles contactent Louise Shorter, journaliste d'enquête et militante pour la justice. On a reçu une lettre à l'émission Rough Justice dont j'étais la productrice. La lettre disait ceci. 2 hommes ont été condamnés. Nous sommes leur famille. Pouvez-vous enquêter sur cette affaire? Louise et l'équipe examinent attentivement les preuves de la poursuite. Leur conclusion? Certains faits dans le dossier ne semblent pas tenir la route. Les hommes qui avaient été condamnés n'auraient eu qu'un très court laps de temps pour se rendre à Milton Keynes, abandonner le corps de Rachel et tout nettoyer. En examinant les preuves scientifiques, on a aussi remarqué que les allégations reposaient sur des bases terriblement bancales. On a alors su qu'on avait une affaire. Louise commence par demander à Andrew Moncrief, témoin expert, de réévaluer les preuves judiciaires. Andrew remarque tout de suite quelque chose d'invraisemblable. La poursuite affirme que Barry et Keith ont pris la fourgonnette de Keith pour aller jeter le corps de Rachel à cet endroit boueux. Si on transporte un corps dans le noir, sur un sol boueux, on rapporte presque certainement de la boue dans le véhicule. L'enquête a montré que la fourgonnette n'a pas été nettoyée. Pourtant, on n'a pas trouvé de boue à l'intérieur. Une grande quantité de terre et d'autres matières provenant des chaussures et de l'extérieur et de l'intérieur de la fourgonnette a été analysée et aucun lien n'a été établi entre la fourgonnette et le site. La poursuite a plutôt fondé son accusation sur une combinaison de particules trouvées sur les sièges de la fourgonnette et sur la jupe de Rachel.
Le dossier reposait en fait sur ce qu'on appelle le principe de Locard, qui détermine que lorsque deux corps entrent en contact l'un avec l'autre, il y a nécessairement un transfert entre ceux-ci. Dans ce cas en particulier, si quelqu'un s'assoit sur une surface, une partie de la poussière présente sur la surface se retrouvera sur son pantalon ou sa jupe, et certains éléments qui se trouvaient sur son pantalon ou sa jupe resteront sur la surface. Dans la première enquête, on a relevé sur la jupe de Rachel 7 types de particules qui se trouvaient aussi sur les sièges de la fourgonnette. Il y avait notamment du cérium. La poursuite avait soutenu que cette substance chimique est tellement unique qu'il était hautement improbable qu'elle provienne d'ailleurs. La poursuite semblait donc avoir un argument solide. Mais même si le cérium est généralement assez rare, il y a une exception importante à cette règle. La pierre à briquet n'est pas constituée de pierre du tout, mais bien d'un mélange de cérium et de fer. Et quand on actionne la molette du briquet, on produit un gros nuage de l'alliage formé par le cérium et le fer. Andrew doit prouver que le cérium détecté sur la jupe de Rachel aurait pu provenir de tout endroit où des briquets auraient été utilisés. Il conçoit donc un test pour montrer avec quelle facilité le cérium peut se répandre. Pendant le procès, il a été mentionné que ces particules provenaient effectivement de briquets, mais en petit nombre, si je cite bien. Lors des essais, on a constaté qu'un seul allumage de briquet produisait jusqu'à environ 4000 particules microscopiques. Je ne dirais pas que c'est un petit nombre. Tout le monde fumait dans cette affaire. Keith était un fumeur et il passait toutes ses journées de travail dans la fourgonnette où il fumait. Barry White fumait, ses amis et sa famille fumaient, Rachel Manning fumait. Il était encore permis de fumer dans les restaurants et les boîtes de nuit. Donc, ces particules de cérium étaient-elles peu communes? Pas vraiment, pas davantage qu'un briquet. La nouvelle preuve d'Andrew ébranle l'assise principale du dossier de la poursuite. Mais le cérium n'est que l'une des particules parmi les 7 dans le mélange trouvé dans la fourgonnette et sur la jupe de Rachel. On avait une nouvelle preuve solide qui démontrait que le fondement de tout l'argumentaire scientifique au procès était faux. Cependant, on n'avait pas réussi à relever ailleurs la combinaison de ces 7 particules. On pouvait être en mesure de montrer que les particules sur la jupe pouvaient venir du siège de la fourgonnette. Mais pour montrer qu'elles venaient forcément de ce siège, il fallait pouvoir prouver qu'elles étaient suffisamment rares dans l'environnement en général pour que la jupe ne puisse pas les avoir ramassées ailleurs. Andrew doit maintenant établir que le contraire est vrai, que la combinaison des 7 particules pouvait provenir d'ailleurs. Il commence par tester les sièges d'autres fourgonnettes. Keith avait une fourgonnette de livraison. Il s'en servait pour faire diverses livraisons, mais surtout à des entrepreneurs et des plombiers. J'ai trouvé une entreprise de plomberie qui acceptait de me donner accès à tous ces véhicules conduits par des fumeurs. Voici des images sous forme graphique, mais en fausse couleur, des particules. Les différents types de particules sont indiqués sur le côté. Chaque colonne correspond à un échantillon. Ces 2 colonnes illustrent l'analyse de l'échantillon provenant de la jupe de Rachel Manning avec une couleur d'un brun rougeâtre. Mais comme vous le voyez, tous les autres échantillons contiennent aussi beaucoup de ces particules. Il n'y a pas d'exception flagrante. Les recherches d'Andrew révèlent non seulement que la même combinaison de particules peut être présente dans d'autres fourgonnettes, mais que la correspondance est en fait meilleure avec certaines d'entre elles. Certains des échantillons qu'on avait prélevés correspondaient mieux à ceux de la jupe que celui provenant du siège de Keith Hyatt. Si les données montraient quelque chose, c'est en fait que Rachel ne s'était pas assise dans le véhicule. Ces nouvelles preuves contredisent complètement le dossier de la poursuite. Aussitôt, la famille de Barry et celle de Keith interjettent appel. En 2007, les condamnations sont annulées. Barry, qui est toujours en prison, est enfin libéré. J'ai perdu ma vie, j'ai perdu une bonne vie. J'espère qu'ils savent combien j'aimais leur fille. Je me rappelle combien tout le monde était euphorique. Mais une grande partie de la vie de Barry et de Keith avait été ruinée à ce stade. Et un nuage de suspicion les a suivis pendant encore très longtemps.
Selon l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu et certains avaient encore des doutes. Les témoins experts ont prouvé que Barry et Keith sont innocents. À présent, une nouvelle équipe peut-elle enfin trouver le véritable meurtrier? Encore une fois, l'expertise judiciaire sera déterminante. On a besoin d'experts. Dans toute affaire, le fait de pouvoir compter sur d'excellents spécialistes est primordial. Dans ce cas-ci, on avait Tracy Alexander. À l'époque, Tracy Alexander dirige une équipe qui travaille sur des affaires non résolues dans un laboratoire privé. Dans cette affaire, il y avait beaucoup d'indices qu'on pouvait réexaminer. La police de Thames Valley avait fait tout ce qu'il fallait. Elle avait conservé toutes les pièces de manière appropriée, ce qui permettait un nouvel examen. Selon Tracy, un élément de preuve en particulier n'a pas été examiné de manière exhaustive. Un antivol. Quelqu'un avait manipulé l'antivol avec suffisamment de force pour qu'un morceau de l'objet reste dans la tête de la victime. Par conséquent, on savait d'instinct que c'était l'autre partie qui nous intéressait. Sachant qu'on transfère du matériel génétique simplement en touchant un objet, c'était la partie à étudier. 8 ans plus tard, les progrès de l'analyse de l'ADN permettront-ils d'identifier le meurtrier? C'est à Roy Green, témoin expert, que l'on confie cette tâche. On savait que cet objet avait servi d'arme. Il fallait donc se concentrer sur la section que l'agresseur pouvait avoir tenue et la soumettre à un prélèvement pour tenter de trouver de l'ADN. De l'ADN pouvait avoir été transféré ainsi. C'est ce qu'on appelle de l'ADN de contact. Quand on touche un objet, ce contact laisse une trace. Si on peut prélever les traces de manière adéquate et si on peut les analyser de manière à obtenir toutes les caractéristiques nécessaires pour interpréter le résultat produit, on obtient un profil d'ADN. Il faudra des semaines d'analyse, mais Roy finit par établir un profil d'ADN et il correspond à un nom dans la base de données nationale de la police, Shahidul Ahmed, 41 ans, travailleur de la restauration dans la ville de Bletchley. Il a été condamné en 2010 pour l'agression sexuelle d'une autre jeune femme, mais il nie vigoureusement avoir tué Rachel Manning. Il a offert une explication. Il avait pris une série de voitures et de taxis, et il avait peut-être touché un antivol et laissé son ADN dessus. Roy Green et son équipe ont besoin d'autres preuves. Dans une affaire où il y a une condamnation antérieure, la défense va dire « Non, vous avez dit que c'était ces deux hommes », ou la police a dit que c'était eux, et maintenant vous dites que c'est lui. Il y aura des débats, et c'est pour ça que le fardeau de la preuve est beaucoup plus lourd. Un élément de preuve peut être utile. Un cheveu trouvé sur les vêtements de Rachel. Les cheveux ne sont pas nécessairement distinctifs en ce qui concerne l'ADN. Mais l'ADN mitochondrial peut fournir une grande quantité d'informations. Et il n'est transmis que par la mère. Donc, l'ADN d'origine maternelle contenu dans ce cheveu provenait forcément de la famille de Shahidul Ahmed. Ahmed a 3 frères. L'enquête élimine 2 d'entre eux, ainsi que leur mère. Cela signifie que le cheveu sur Rachel ne peut provenir que de Shahidul ou de son 3e frère. Les enquêteurs demandent à un statisticien d'évaluer les probabilités. Il a été en mesure de calculer que les résultats obtenus étaient 350 000 fois plus probables s'ils provenaient de Shahidul Ahmed plutôt que de son frère. Les scientifiques ont identifié l'ADN de Shahidul Ahmed sur l'arme du meurtre et peuvent maintenant montrer qu'un de ses cheveux se trouvait sur les vêtements de Rachel. Ils croient qu'il a emmené Rachel quand elle a quitté la boîte de nuit seule, et ils ont assez de preuves pour engager des poursuites. Un jury reconnaît Shahidul Ahmed coupable de meurtre. Barry White et Keith Hyatt sont au tribunal lors de la condamnation. C'est satisfaisant de savoir que nos preuves ont contribué à résoudre cette affaire. Ça a eu un effet sur la famille de la victime, mais aussi sur ces 2 pauvres hommes condamnés à tort. Certains peuvent penser qu'ils ont été libérés grâce à un détail technique.
Le fait que ces particules n'étaient pas uniques prouve-t-il qu'ils étaient innocents? En fait, oui, ça le prouve. Ils peuvent maintenant l'affirmer. Je me rappelle quand la condamnation a été annulée. Barry a fondu en larmes. Ça a été un grand soulagement, ça a changé leur vie. Ça me rend émotive et ça me bouleverse parce que ça a exigé un travail important pour en arriver là. Mais je crois que je pleure aussi de colère et de frustration. Pourquoi le système est-il aussi lent? Ça a coûté 6 ans de sa vie à Barry. Et c'est seulement quand le véritable coupable a été condamné que leur réputation a été rétablie. La famille de Rachel Manning, après 11 ans de procès, d'appels et de nouveaux procès, obtient enfin justice pour celle-ci. Cette affaire concerne Rachel, qui a été tuée au jeune âge de 19 ans, alors qu'elle était à l'aube de sa vie d'adulte. C'est non seulement à elle qu'elle a été enlevée, et à nous, sa famille, mais également à ses amis, à qui elle manque encore profondément. Oui, il faut réexaminer les preuves parce que la science fait des avancées. La technologie que j'utilise évolue. Je suis vraiment heureux que, finalement, on ait découvert la vérité. Beaucoup de tort a été causé à bien des gens en cours de route. Et j'espère que la vérité a fait du bien à toutes les personnes concernées. Le visage humain présente beaucoup de variations. Même si on a tous des yeux, un nez et une bouche, il y a des différences subtiles chez chacun. Chaque cas est unique. Et c'est ce qui me passionne. Son unicité et la complexité qui en découle. Août 2016. À Leeds, on profite du carnaval. Sur la route Chapeltown ce soir-là, la boîte de nuit Night Tracks est bondée de fêtards. Mais dehors, un crime violent est sur le point d'avoir lieu. Au cours de sa carrière, Ruth Tolley, psychocriminologue, a vu beaucoup de cas du genre. Une attaque brutale s'est déroulée à l'extérieur de la boîte de nuit. 3 agresseurs se sont acharnés sur leur victime. Ils lui ont tiré dessus de très près avec un fusil à canoncier et l'ont blessé avec une machette. Mais ils ignoraient que tout avait été filmé par des caméras de vidéosurveillance. La victime est identifiée ici par un triangle bleu. 3 hommes s'en approchent. L'un d'eux brandit une machette. Pendant que les 2 autres frappent et poignardent la victime, le 3e sort un fusil à canoncier et tire sur elle à bout portant. Les 3 hommes s'enfuient. La victime souffre d'une grave blessure par balle à l'épaule gauche et au haut du torse et de blessures infligées par une lame. Les blessures étaient tellement graves qu'il a fallu opérer la victime pour lui sauver la vie. La victime ne succombe pas à ses blessures et la police ouvre une enquête sur cette tentative de meurtre. Leurs investigations mènent rapidement à l'arrestation de 3 suspects, Shaquille Liddy, Kemar Ricketts et Sion Allen. Mais ils refusent tous de parler lors de leur interrogatoire. Et l'appel à témoins lancé par les enquêteurs afin d'obtenir des déclarations officielles sur ce qui s'est passé ne donne rien. Bien des raisons peuvent expliquer que des témoins ne veuillent pas se manifester. Ils peuvent être traumatisés ou craindre des conséquences. Ils peuvent avoir peur qu'on leur fasse du mal s'ils collaborent à une enquête. Les enquêteurs ont besoin de preuves pour accuser les hommes qu'ils ont arrêtés. Ils se tournent vers les caméras de vidéosurveillance. Les preuves fournies par la vidéosurveillance sont un cadeau pour la police parce que c'est un point de départ pour déterminer qui a commis le crime. Mais il y avait un problème. Les images de vidéosurveillance montrent effectivement qu'un crime a eu lieu. Mais elles sont trop granuleuses pour établir avec certitude qui a commis l'agression. Les enquêteurs s'adressent donc à Shelina Gilani, experte en reconnaissance faciale.
Le public ne sait pas forcément en quoi consiste la comparaison d'images faciales, parce que cette discipline est occultée par d'autres spécialités, comme l'analyse de l'ADN, des empreintes et des traces de sang. Mais les preuves d'identification sont en fait primordiales dans bien des procédures aux criminels, bien des procès. Les enquêteurs demandent à Shelina d'étudier toutes les images de vidéosurveillance prises à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte de nuit et d'établir un profil visuel de chacun des assaillants filmés par les caméras. Il était primordial pour l'analyse que son évaluation ne soit basée que sur ces images. J'examine le matériel à l'aveugle. J'observe une série de traits faciaux qui sont visibles. Quand on est impartial, on ne cherche pas des caractéristiques faciales ou des réponses. On cherche à résoudre le mystère. Les images dans ces séquences avaient une faible résolution. Il y avait beaucoup de pixelisation. La zone où la caméra était placée était assez mal éclairée. Pour cette raison, c'est très difficile de qualifier de manière précise les caractéristiques faciales. En se servant de repères visuels fournis par les vêtements des suspects, Shelina espère retracer les mouvements de chacun des individus dans la boîte de nuit plus tôt ce soir-là. Elle commence par le premier suspect, l'homme qui a frappé et poignardé la victime. On voit ici le premier suspect. Il est assez reconnaissable par le fait qu'il porte sa capuche relevée à l'intérieur de la boîte de nuit. Son vêtement du haut est assez distinctif et son pantalon est pâle. Il tient une boisson à la main. En suivant les déplacements du premier suspect dans la boîte de nuit, elle construit un profil de son allure. On voit le premier suspect quitter la zone de la piste de danse pour une autre zone à l'intérieur de la boîte de nuit. Il est assez reconnaissable par le fait qu'il porte sa capuche relevée à l'intérieur et par des traits comme l'anatomie de son nez, l'arête nasale, la zone périnasale, le bout de son nez. Shelina procède à la même analyse pour le deuxième suspect, qui a fait feu avec un fusil. On voit qu'il est assez distinct. Là encore, la qualité des images de vidéosurveillance m'empêche de caractériser des traits vraiment précis. Mais je suis en mesure de voir les traits généraux. Ce sujet se reconnaît lui aussi par ses vêtements et son apparence physique. Il portait une très grande veste, dont la capuche était garnie de fourrure. Là, on voit sur son visage des poils foncés qui vont de la région zygomatique, c'est-à-dire des côtés du visage, vers la mandibule inférieure, la mâchoire. Il y en a aussi sur la lèvre supérieure. Enfin, le troisième suspect, l'homme qui a sorti une machette et poignardé lui aussi la victime. Il porte des lunettes ou des verres fumés sur le dessus de la tête. Sa pilosité faciale est d'un style différent de celui de ses acolytes. Les poils sur son visage dessinent plutôt un bouc. Shelina a maintenant un profil visuel clair de chacun des sujets. Mais ce n'est pas tout. Les images montrent les trois hommes qui marchent ensemble, comme s'ils cherchaient quelqu'un. Ça semble indiquer que l'attaque était préméditée. Il est indiqué porte coupe-feu 1 sur cette séquence. On voit à ce moment que le deuxième sujet a franchi la porte avant le premier sujet, mais il est accompagné par le premier sujet. Tous deux semblent avoir une conversation. Ils attendent leur troisième acolyte. Les trois hommes traversent le champ de la caméra. Le premier sujet est suivi par le deuxième, qui est pour sa part suivi par le troisième sujet, comme en file ou selon une hiérarchie. Quand ils passent devant la caméra, ça donne une autre occasion à Shelina d'évaluer leur apparence. De cet angle de vue, je suis en mesure de voir le visage de manière plus nette, surtout celui du premier sujet. On voit qu'il est possible de mieux caractériser des éléments comme la pilosité faciale et son emplacement sur le visage, mais aussi l'anatomie du nez. Quant au deuxième sujet, encore là, même s'il a effectivement couvert son visage en partie, on voit qu'il porte des lunettes avec des branches foncées et qu'il a des poils sur le visage. Dans le cas du troisième sujet, on voit qu'il porte encore des lunettes sur le dessus de la tête. Il a des cheveux courts et foncés. Il a des sourcils très prononcés sur l'arcade sourcilière et une pilosité faciale foncée. C'est seulement une fois l'analyse terminée que Shelina regarde enfin les images des hommes en détention. Shaquille Liddy, Kimar Ricketts et Sion Allen. Pour la première fois, Shelina procède à une comparaison directe entre eux et les traits des suspects présents sur les images de vidéosurveillance.
Elle commence par les images de Sion Allen. Voici un exemple de l'un des sujets, le premier suspect. On a 2 images à des fins de comparaison, mais on voit des similitudes faciales, ce qui permet à un expert de dire qu'il s'agit d'images du même homme, principalement parce que la forme de la tête est la même et que les sourcils sont placés de la même manière. Ensuite, Kimar Ricketts. Là encore, la position des sourcils, la morphologie du nez, l'arête large, les ailes du nez ou narines larges. Le style de pilosité faciale est particulier. Elle est présente sur la lèvre supérieure, mais elle descend aussi sur le menton. Enfin, Shaquille Liddy. Bien que cette coiffure et ce style de pilosité faciale soient assez répandus, assez universels, elle demeure tout de même propre à cet individu. Après cette analyse, j'en ai conclu que les 3 sujets vus sur les images de vidéosurveillance étaient les individus qui avaient été arrêtés. Les enquêteurs disposent enfin de l'avis d'une experte indépendante qui confirme qu'ils ont bien arrêté les coupables. Shelina confirme que l'homme à la machette était Kimar Ricketts, que l'homme qui a poignardé la victime était Sion Allen et que l'homme au fusil était Shaquille Liddy. Quand les preuves de Shelina sont présentées au procès, Shaquille Liddy plaide coupable et est condamné à une peine de 14 ans de prison pour tentative de meurtre. Kimar Ricketts et Sion Allen n'admettent rien, mais sont jugés coupables et sont condamnés à une peine de 19 ans de prison. Ruth Tully, psychocriminologue, a vu bien des affaires de ce genre. Les crimes commis à plusieurs sont toujours intéressants pour une psychologue comme moi, parce que chaque personne impliquée a ses propres raisons d'y participer. Il y avait peut-être un meneur dans le groupe et des subordonnés. Mais en fin de compte, ce qui ressort de ces condamnations, c'est qu'ils ont tous joué un rôle dans un crime très grave qui a non seulement mis la victime en danger, mais qui a fait courir un très grand risque au public aussi. Dans l'analyse vidéo et la comparaison faciale, chaque cas est unique, et c'est ce qui me passionne. Quand mon travail est fait, que l'analyse est terminée et que l'affaire est close, je sais que j'ai apporté un appui concret au système de justice pénale.